À l'écoute de e-radio, c'est midi 15, c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, mise à sac de la permanence de Pastef à Yoff, la brigade de recherche de la gendarmerie sur place pour enquêter. Les faits se sont déroulés cette nuit vers 3h du matin. Polémique autour des marrons du feu, le parti au pouvoir réagit et rejette toutes les accusations contre le président Macky Sall. C'est au sujet de cette sécurité privée. Il s'agit de manipulation, précise le porte-parole adjoint de l'APR. L'usage de la sécurité privée par les acteurs politiques pendant la campagne électorale. Les lutteurs, la cible préférée, nous leur avons donné la parole. Ils sont bien conscients des risques encourus, mais ils s'engagent parfois au prix de leur vie parce que sans emploi, reportage à Guédiawaye. Assemblée nationale, radiation et l'emplacement de Khalifa Ababacar Sall. La polémique a ressurgi ce matin à l'hémicycle. Un nouveau code pétrolier pour le Sénégal avec diverses innovations. Le texte passe à l'instant à l'Assemblée nationale. Actualité internationale, RDC. Le président sortant Joseph Kabila appelle à l'unité. Dans la page des sports, nous reviendrons sur la déclaration du président de la Ligue professionnelle de football. D'après CRSEC, sans start time, il n'y aura plus de foot pro au Sénégal. Ces propos font débat. À suivre cela donc dans la page des sports avec Seydina Abagay. 2h19, le journal de la présidentielle en fin d'édition avec Migui Maram Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Le journal avec Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le siège de Pastef a reçu cette nuit des visiteurs indésirables qui ont saccagé les locaux, à la suite de quoi la brigade de recherche de la gendarmerie s'est déplacée sur le lieu depuis ce matin pour faire le travail d'investigation. Au sujet de cette affaire, le coordonnateur de Pastef Hambourg soupçonne le parti au pouvoir d'être derrière les auteurs de cet acte. Écoutons plutôt le docteur Mamadou Lamine Diaïté au micro d'Aliou Kane. Je m'offusque de ce qui s'est passé et je condamne fermement. Parce qu'on est en démocratie. Présentement, notre seul adversaire, c'est le parti au pouvoir. Donc, on n'a pas de rapport violent avec l'opposition. Vous pensez que ça vient du pouvoir? J'ai des suspicions quand même. Parce que récemment, on a entendu un de leurs leaders prôner la violence, parce que qui recrute des nervis, on s'attend à ces genres de pratiques. Donc c'est normal qu'on ait des suspicions, mais je n'ai pas encore des informations qui pourront me permettre de les incriminer. Mais tout est-il que les autorités ont été saisies, surtout la police et la gendarmerie, pour mener une enquête et que la lumière soit faite autour de cette affaire. Affaire à suivre, donc le parti au pouvoir se prononce sur l'affaire des marrons du feu. Une vidéo est en train de circuler sur le net parlant de recrutement de gros bras par le camp du pouvoir. Mais tout cela n'est que manipulation, a dit le porte-parole adjoint de l'APR, Mohamed Kandji. La vidéo montrant une armée d'hommes musclés habillés aux couleurs du parti au pouvoir est floquée de l'inscription « Les marrons du feu affolent la toile » depuis quelques jours. Pour beaucoup, c'est des nervis que le gouvernement a recrutés pour semer la terreur. Rien n'est plus éloigné de la vérité si l'on en croit Abdou Mbow, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui rappelle que cette vidéo date de plus d'une décennie. Quand on était dans l'opposition, nous avions créé des UVO, des unités de vigilance opérationnelle, des marrons du feu, parce que ce qu'on est en train de montrer aujourd'hui, ce sont des images qui datent d'il y a au moins 10 ans. Parce que à l'époque, on a voulu attenter à nos vies et on a voulu quand même des jeunes militants, je dis bien militants, pas de gros bras comme on veut le faire croire, ont pris en charge la sécurité, non seulement de leurs leaders, mais aussi des responsables de leur parti. Cette vidéo vient au moment où le ministre Mame Mbaye Niang déclare avoir déjà recruté des gros bras pour faire face à l'appel à la résistance du C25, une décision qui n'engage que lui selon Abdou Mbow. Maintenant, ce qu'il a dit, il le dit peut-être pour se défendre et tout. Mame Mbaye Niang a fait une déclaration, il faut voir dans le contexte dans lequel il l'a fait, mais l'État n'a recruté personne et il faudrait qu'on sache que nous ne sommes pas des personnes violentes. Durant les périodes électorales, les hommes politiques sollicitent souvent de gros bras pour assurer leur sécurité, une pratique qui n'est pas souvent sans conséquences.
La manipulation dans ce contexte préélectoral, nous y sommes. La preuve, une vidéo qui circule donc. Dans cette vidéo, le chef de l'État Macky Sall, mais opposant en 2010, abordait l'existence d'un groupe de jeunes appelés les Marrons du Feu, spécialisés dans la sécurité. Des spécialistes de la communication et des réseaux sociaux recommandent une extrême prudence tout en appelant à une application des textes juridiques pour punir les auteurs de ces publications. La manipulation peut avoir des conséquences dramatiques. Un témoignage du secrétaire général adjoint de la CNTS également dans ce dossier réalisé par Ousmane Gueye. D'ailleurs, nous avons des jeunes à Pékin qui ont créé ce qu'ils appellent les Marrons du Feu. Le terme peut paraître violent, non, mais c'est des Marrons du Feu qui ont comme devise alerte, protection et riposte. Cette interview accordée au journaliste Alassane Samba Diop date de 2011. Sur YouTube, certains l'ont exhumé avec même la mention urgent, comme si l'entretien se passait ces jours-ci. Pour Fernand Nino Mendy, auteur d'une thèse en cours sur la citoyenneté numérique, sur la toile, on prend rarement le temps de réfléchir. Contrairement aux médias classiques, les réseaux sociaux permettent la remise en surface d'archives. Un journaliste dans un média classique peut ne pas être un activiste, même s'il est activiste, il garde pour ses réseaux sociaux. Mais dans les réseaux sociaux, tout le monde, dans une situation donnée, est activiste. Sur cette question précise, chacun peut à tout moment faire remonter quelque chose. L'émotion prenant le dessus sur la raison, en ce qui concerne les réseaux sociaux en général, banalement, les gens peuvent ne pas comprendre et se mettre à partager quelque chose qui date de très loin. Tout cela dans une volonté de nuire ou avec une simple ambition. Volonté de nuire ou pas, il faut faire preuve de prudence, plaide cet autre universitaire, Mamadou Diouma Diallo, spécialiste des nouveaux médias. Je pense que ce qu'il nous semble important de dire et de rappeler à toute personne qui utilise l'Internet, c'est que dans un premier temps, pour toute information, il y a besoin naturellement de vérifier la source de l'information. Est-ce que la source est crédible? Savoir qui parle nous permet de toujours contextualiser le propos, nous permet de toujours relativiser le propos, nous permet de nuancer et au besoin de pondérer. Donc questionner la source me semble être quelque chose qui est extrêmement important. Légiférer contre les fake news comme en France, Fernand Nino Mendy, d'accord. Aujourd'hui, vu ce qui se passe, il faut qu'au niveau de la loi, qu'on aille plus loin pour protéger notre société. La technologie ne doit pas menacer notre lien social. Et si nous allons donc jusqu'à constater des dérives qui vont jusqu'à menacer nos liens sociaux, nous sommes obligés d'aller vers une légifération. Le secrétaire général adjoint de la CNTS convaincu également qu'il faut légiférer. Birima Ndiaye dit avoir frôlé la catastrophe. Je me suis réveillé un jour, on a mis sur le net Birima Ndiaye qui parlait, qui insultait les étudiants, disant que nous sommes prêts à tuer des étudiants. Au moment où on venait de tuer un étudiant à l'université Gaston Berger. Au moment où j'étais avec les étudiants en train de se battre pour la cause de l'étudiant. Alors cette vidéo qu'on a mise, c'était une vidéo qui datait de janvier 2015. C'est grave, on pouvait même me tuer, on pouvait même brûler ma maison à l'époque. De son avis, face aux nombreux risques causés par les fake news, le Sénégal ne doit plus attendre. Beaucoup de polémiques sur la sécurité privée que les acteurs politiques ont mis en place en cette période de pré-campagne et sûrement de campagne. Pour la plupart, ce sont des lutteurs qui sont engagés pour de modiques sommes. Les concernés le savent et le disent, et parfois, même pour rentrer dans leur fonds, c'est la croix et la bannière. L'autre risque pour eux est qu'ils sont laissés à eux-mêmes par leurs recruteurs en cas de problème ou de mort d'homme. À Guédiawaye, le reportage de Mamoud Lamine Fati. Quelques jours avant la campagne électorale, la sécurité au centre du débat. Et pour ce faire, des jeunes sont utilisés comme gardes du corps, morciteux et lutteurs. Ils connaissent bien le milieu. Quand les politiciens te recrutent, ils dégagent toute responsabilité quand il y a blessé ou mort d'homme. Et même pour recouvrir ton argent, c'est tout un problème. L'argent, l'emploi au cœur des besoins des jeunes. Une situation que les politiciens maîtrisent bien, selon Abdou, un jeune chercheur d'emploi.
Surtout les petits lutteurs. Pour 10 000 francs, ils sont prêts à suivre n'importe qui. Pour Amadou Laminba, président du conseil local de la jeunesse de Niarem Limamoulaye, l'État ferait mieux de prendre en charge la question de l'emploi des jeunes s'il veut lutter contre ce fléau. De le faire aussi avec la manière, c'est-à-dire de sensibiliser et aussi de voir les hommes politiques qui leur proposent des choses ou des opportunités, une forme de garde rapprochée ou ce qu'on dit des milices. On se rappelle du cas de Ndiaga. Oui. Pour l'affaire Ndiaga Diouf, qui revient encore dans les mémoires, le jeune lutteur tué en décembre 2011 devrait inspirer les jeunes, selon Momodou Ndiaye. Je trouve ça très malheureux. Donc, ce sont des faits qui sont assez graves, qu'il faudrait que l'État, comme la société toute entière, prenne en charge cette situation. La campagne électorale, c'est pour certains jeunes un moyen d'avoir de l'argent. Pour d'autres, pas question d'être utilisé comme bouclier ou casseur pour régler le problème des politiciens. Momodou Lamine fatigué, iRadio. Le recrutement de lutteurs pour assurer la sécurité des politiques durant des périodes comme la campagne électorale. L'école de lutte Balagaï de Guédiawaye est tout à fait contre. C'est pour éviter des pertes en vies humaines. Mam Ebdougueye Kassé. Balagay 1, le patron de l'écurie de Guédiawaye, est formel. Aucun de ses poulains n'assure la sécurité d'un politique. Dans notre écurie, il n'y a pas de lutteur qui assure la sécurité d'un homme politique. Les jeunes lutteurs qui sont tentés par cela le font à cause de leur difficile situation. Ils sont obligés de rendre service aux hommes politiques qui les assistent quand ils ont un combat de lutte. Il reconnaît tout de même que des lutteurs sont obligés parfois de jouer les gardes du corps du fait de leur proximité avec les hommes politiques. Quand un homme politique aide financièrement un lutteur pendant 5 voire 7 ans, c'est normal que ce dernier lui rende la monnaie de sa pièce. C'est tout simplement cela. À l'écurie Guédiawaye, les lutteurs sont bien sensibilisés par rapport au risque d'être un garde du corps d'un homme politique, clarifie Balagay 1. Il est évident que l'on doit traiter cette pratique. Je prodigue toujours des conseils aux pensionnaires de mon écurie pour qu'ils prennent conscience du danger. Ceux qui vont s'entêter, c'est leur problème. S'il leur arrive quelque chose de grave, ce sera de leur faute. Au Sénégal, en période électorale, les lutteurs font l'objet de convoitises par les politiques. En 2011, Ndiaga Diouf, un des leurs, fut tué lors d'une altercation à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Balagay 1 clarifie qu'à l'époque du meurtre, le lutteur avait quitté son écurie pour celle de son oncle Lamine Thiam. Vous écoutez iRadio sur la 90.3 FM Dakar. Midi 12 minutes, les jeunes de la mouvance présidentielle en conférence de presse cet après-midi. Ils vont se prononcer sur l'actualité politique nationale. C'est officiel depuis ce matin. Malick Gueye du Grand Parti fait son entrée à l'Assemblée nationale comme député. Il a été installé donc. Le responsable des jeunes du parti d'El Hadj Malick Gakou remplace ainsi Khalifa Ababacar Sall, radié de l'Assemblée nationale la semaine dernière. La radiation de Khalifa Sall de l'Assemblée nationale a été fortement dénoncée par le député Cheikh Bamba Dièye. Le parlementaire très amer a déclaré que dans l'affaire Khalifa Sall, la représentation nationale a failli. Nous l'écoutons. Nous avons été complaisants au point de lever l'immunité parlementaire d'un honorable député sur des bases illégales. À tout point de vue, l'Assemblée nationale, au-delà des contingences et des partis, est une unité. Et chaque député a la possibilité et a le droit et la responsabilité de défendre l'institution que nous représentons. Le législateur a pensé au début qu'il était extrêmement important de structurer la République autour de l'exécutif, du judiciaire et du législatif. À tout point de vue, il nous appartient à nous autres députés de regarder les lois et de les appliquer et de nous les appliquer. Tout au long de la procédure qui a amené aujourd'hui Khalifa Sall en prison, l'Assemblée nationale a failli. Failli par rapport à ses devoirs constitutionnels, failli par rapport à ses devoirs par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est quelque chose même de ridicule à la limite. Et une institution aussi prestigieuse que l'Assemblée nationale ne peut se rabaisser là-dessus. Le ministre de la Justice n'a pas vocation à interpréter à notre place la loi. Il est de notre ressort en tant que législateur. Chacun d'entre nous a l'obligation d'avoir une interprétation objective de la loi. Le ministre de la Justice n'a pas interprété la loi au nom de l'Assemblée nationale.
Sa déclaration sur la radiation de Khalifa Sall est conforme à ce que dit la Constitution au sujet de la radiation d'un député. C'est ainsi que réagit Abdoumbo au micro de Moukal Soumba. Le ministre de la Justice, ce n'est pas lui qui a interprété la loi au nom de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice n'a fait que dire le droit. Parce qu'on a dit dans l'article 61 de la Constitution que s'il y a une condamnation définitive pour un député, sa radiation sur les listes est demandée par le garde des Sceaux au ministre de la Justice. Et c'est ce que le ministre de la Justice a fait. S'il ne l'avait pas fait, nous, en tant que législateurs, on va dire au ministre de la Justice qu'il n'a pas respecté la loi. Et nous, Assemblée nationale, deuxième institution de ce pays, en application de son règlement intérieur, notamment l'article 51, le bureau s'est réuni pour prendre l'arrêt. Aujourd'hui, ici, c'était une homogénéité au niveau de cette coalition. Notre collègue Malgré ne serait pas là aujourd'hui. Nous nous félicitons et nous sommes dans le diable. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Midi 15 minutes partout au Sénégal, notre pays modifie son code pétrolier. C'est un nouveau code pour s'adapter à la nouvelle situation. Et depuis ce matin, les députés sont en plénière à l'Assemblée nationale. Oumou Kalsomba, que retenir? Bonjour Antoine, il faut retenir qu'au moment où je vous parle, les débats se poursuivent. La séance a démarré tardivement, précisément à 10h54. Et vous le savez, parce que le président de l'Assemblée nationale a tenu d'abord à procéder au remplacement du député Khalifa Sall qui a été radié. Et c'est donc à 11h22 que les travaux relatifs au projet de loi numéro 01/2019 portant code pétrolier a commencé un vote du projet de loi sur fond de polémique, Antoine, car les députés de l'opposition remettent en cause la pertinence de cette nouvelle charte pétrolière et gazière, leur inquiétude, la transparence dans la gestion future du pétrole et du gaz, la nature des contrats, la part de l'État et notamment les retombées issues de ces ressources. Est-ce que les populations vont bénéficier de ces retombées et est-ce que le partage sera équitable? Donc, comme je vous ai dit tantôt, les débats se poursuivent. On espère que le vote va démarrer bientôt. Il n'y a que ça qu'on peut retenir en ce moment à l'Assemblée nationale, Antoine. Oumou Kalsumba, merci. Des pêcheurs qui ont perdu leur vie en pleine mer, il y en a beaucoup ces derniers temps, surtout du côté de Saint-Louis, Édimbourg, et rares sont les pêcheurs que l'on retrouve vivants après le chavirement d'une pirogue. Mais à Yoff, nous avons retrouvé un vrai miraculeux qui s'est perdu donc en mer pendant 8 jours. Babacar Mbeng, alias Mbaye Ngiran, raconte son aventure dans le Grand Bleu. Aminata Ndong l'a rencontré. 39 ans, un âge qu'il n'aurait jamais pensé atteindre. En 2003, Babacar Mbeng se perd en mer pendant 8 jours. J'ai vécu les 8 jours, moi seul et ma pirogue. J'ai vécu pas mal de choses. Je suis resté là-bas pendant les 8 jours. Regard évasif, Babacar, avec un français débrouillard, essaie de nous expliquer son aventure. C'est pas facile à expliquer. C'est pas facile. Bon, grâce à Dieu, bon, il y a pas de panne, il y a pas de manque d'essence. Mais il y a un véritable brouillard. Tu ne vois pas une distance de 5 mètres. Tu ne le vois pas. Même 5 mètres, c'est trop ça. Donc, je me suis perdu complètement. Et puis, bon, à l'heure actuelle, mon expérience en mer, ça reste peu, parce que je ne suis pas un grand pêcheur. Le 14 février 2003, Mbaye Ngiran, pour les plus proches, embarquait sa pirogue à la plage de Yoff. Du départ, c'était à Yoff, et on s'est retrouvé entre la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Oui, on m'a trouvé là-bas. Il y en a des pirogues qui font des jours en mer, les pirogues qu'on s'appelle en Wolof Galomare. Donc c'est eux qui m'ont vu. L'arrivée d'un navire sur les côtes de la Guinée l'a sauvé. Nous sommes le 21 février 2003. La pirogue, c'est eux qui m'ont vu. Après moi, je l'ai vu, je lui ai fait un signe. Après lui, bon, ils ont entré de récupérer leur filet. Après, ils ont revenu. Ils m'ont dit que toi, où est-ce que tu viens? Bon, moi, j'ai dit que je viens à Yoff. C'est pas possible. Toi seul, j'ai dit oui. Donc après,
Ils m'ont posé beaucoup de questions parce que bon, il y a des gars qui se croient que je suis un ange parce qu'on ne peut pas comprendre une pirogue qui débarque à Yoff jusqu'à Guinée-Conakry, une pirogue qui se mesure 7,50 m, même pas 8 mètres. Donc là, c'est incroyable. C'était horrible pour eux. Depuis 2003, Babacar est comme un survivant parmi les siens. Il y en a des gars qui me regardent comme un sorcier, qui me regardent comme un immortel. Il y a des gars qui me regardent comme ça. Lebou Bontin, Babacar Mbeng, alias Mbaingiran, a un amour inconditionnel à la Grande Bleue. À l'heure actuelle, jusqu'à présent, j'aime la mer parce que je suis Lebou, j'aime la mer. Je pense à la mer et puis je me suis retourné là-bas. Tu vois, la mer est là. Sincèrement, je suis un pêcheur jusqu'à présent. Aujourd'hui, il va plus en mer par instruction de ses grands-parents. Babacar prend maintenant le volant. À l'heure actuelle, je fais du transport. Donc, tu as arrêté définitivement la mer depuis lors. L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour Bokar Alpha Khan. Bonjour Antoine Diouf. République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi entre en fonction aujourd'hui alors que le président sortant, Joseph Kabila, appelle les Congolais à l'unité contre les forces prédatrices. Oui, Joseph Kabila a dit au revoir hier soir aux Congolais dans un discours d'1 quart d'heure retransmis par la télévision publique. Il a félicité le président élu qui a pris fonction aujourd'hui et rendu hommage aux forces de défense et de sécurité avant d'appeler ses compatriotes à l'unité contre des forces qu'il qualifie de prédatrices. Écoutons Joseph Kabila. Mon mandat se termine au moment où s'enracine la vision d'un grand Congo, à jamais libre et démocratique, qui m'a toujours animé. C'est grâce à cette vision, aux valeurs sûres et aux principes de redevabilité et de sanction par le peuple qui la sous-tendent et à l'impulsion de forces progressistes coalisées que nous pourrons légitimement espérer la poursuite du développement de notre pays et de nos provinces. J'en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes. Coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants. Coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Le droit légitime de notre peuple à l'autodétermination, ainsi que nos valeurs et notre dignité. Coalition pour une prospérité partagée et une cohésion nationale chaque jour renforcée, notre diversité étant un atout majeur. Coalition enfin, pour parfaire les chantiers en cours et pour en ouvrir d'autres, plus ambitieux encore dans les domaines des infrastructures, du développement agricole, de transformation locale de nos ressources naturelles, de renforcement de notre leadership sur le continent, autant que sur le marché mondial des minéraux stratégiques. Bref, une coalition pour un Congo fort et prospère, havre de paix, facteur de stabilité régionale et locomotive du développement de l'Afrique. Le président Kabila à l'instant, Côte d'Ivoire, le pouvoir judiciaire exprime sa colère et ses inquiétudes. L'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire et l'association syndicale de la magistrature dénoncent des pressions et des intimidations de la part du pouvoir. Ils réclament le respect de l'indépendance de la justice et interpellent le président Alassane Ouattara. Les magistrats ont noté une dégradation de leurs conditions morales et psychologiques de travail, ainsi que des violations récurrentes des textes, sans compter les menaces et les immixtions dans l'exercice de leurs fonctions. La semaine dernière déjà, l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire et l'association syndicale de la magistrature ont déploré dans un communiqué des critiques de jugements rendus, des mutations soudaines considérées comme des sanctions pour avoir dit le droit.
Et plus grave encore, des ingérences et menaces de la part de l'exécutif. La pression semble telle que la déclaration commune ne dévoile aucun nom de magistrat par peur de représailles visiblement. Ces dénonciations interviennent dans un climat politico-judiciaire très tendu. Des voix s'élèvent progressivement contre l'incarcération la semaine dernière et malgré son immunité du député Alain Lobognon. Elle proteste aussi contre l'insistance des représentants du parti au pouvoir dans le dossier Jacques Ehouo, le maire du Plateau, inculpé pour détournement de fonds. Les magistrats en appellent donc au président Alassane Ouattara afin qu'il joue son rôle de garant de l'indépendance de la justice et s'assure de la séparation effective des pouvoirs. On termine avec le Nigeria où la principale femme candidate à la présidentielle s'est retirée. Et oui, la présidentielle va donc être une affaire d'hommes. Elle s'est retirée, donc elle s'appelle Obi Ezekwesili. Elle s'est retirée de la course jeudi pour former une coalition d'opposition qui va se focaliser sur les législatives. L'objectif est de se poser en alternative aux deux grands partis de gouvernement que sont le Congrès des progressistes du président Buhari et le Parti populaire démocratique de Atiku Abubakar. Cette femme de 55 ans a déclaré qu'elle avait décidé de se retirer après de vastes consultations avec des dirigeants de divers horizons à travers le pays au cours des derniers jours. Obi Ezekwesili a ajouté qu'elle allait maintenant se concentrer sur la construction d'une véritable coalition pour assurer une alternative viable au APC-PDP lors des prochaines élections. Alors, les élections pour élire un nouveau président et un nouveau parlement auront lieu le 16 février prochain, tandis que les élections au poste de gouverneur et à l'Assemblée de l'État se tiendront 2 semaines plus tard. Si 73 candidats briguent la présidence, l'élection devrait se jouer entre le président Muhammadu Buhari du Congrès des progressistes, l'APC, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique. 73 candidats au 73 Nigeria. Candidats à la présidence. Il n'y a pas de parrainage dans ce pays. Sans doute. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale. Le journal des sports de iRadio. Seydina Abagay, bonjour. Bonjour Antoine. Le football professionnel sénégalais en question après la sortie de Saher Seck. Saher Seck, effectivement, a affirmé que si le contrat de sponsoring avec Star Times venait à être cassé, le football professionnel ne pourrait pas assurer sa survie. Une déclaration qui remet en question l'autonomie du football professionnel, comme l'indique Salif Diallo, journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise. Sur les autres points énumérés par Saher Seck, Salif Diallo considère que le président de la Ligue de football professionnel n'a pas totalement tort. Plus de détails avec Pape Malik Diaw. Hier, en conférence de presse au siège de la Ligue professionnelle de football, Saher Seck, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, a lancé un coup de gueule concernant les activités, à savoir la lutte, la politique ou les concerts qui sont beaucoup plus mis en avant par rapport au football. Écoutons Salif Diallo, journaliste à l'APS. C'est incompréhensible, je suis parfaitement d'accord avec lui, parce qu'effectivement, les stades ne sont pas faits exclusivement pour le football, mais c'est essentiellement à raison grâce au football que les stades ont été construits. Si tu veux faire un concert, il faut aller dans une salle de spectacle. Si tu veux faire un chant de religion, on sait où ça se fait. On n'a qu'à aller dans les mosquées. Si c'est aussi le même cas pour les concerts et ainsi de suite, il y a des salles dédiées. Aujourd'hui, la lutte a sa propre infrastructure sportive. On a mis des milliards là-bas. C'est pour que les promoteurs de lutte aillent organiser là-bas. Le président de la Ligue affirme aussi que la poursuite du championnat sera très difficile si leur seul partenaire venait à se retirer. Dans tous les championnats du monde, professionnels du monde, il y a une télé qui suit, un diffuseur qui paye de l'argent. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire du football sénégalais, il y a un diffuseur qui paye de l'argent, qui paye 11 millions de dollars sur les 10 ans. Donc c'était du pain béni. Maintenant, on sait qu'au Sénégal, déjà, les gens ont du mal à payer les salaires avant l'arrivée de ce diffuseur chinois. Vu le problème de retrait ou pas concernant Star Times, la question qui sort du lot est: la Ligue professionnelle est-elle aussi indépendante? Il n'y a pas d'indépendance. Je pense que la Ligue, forcément, c'est une activité. L'activité sportive aujourd'hui dépend des sponsors, des annonceurs. Si on n'a pas d'annonceurs, on ne peut pas faire une activité sportive. Parce qu'on ne peut pas compter sur l'approche des présidents de clubs. On sait qu'on joue un championnat professionnel. Qui parle de championnat professionnel parle de rémunération. Or, si ils ont de l'argent via un diffuseur, il n'y a pas de souci. Mais quand ce diffuseur va partir, ça va être extrêmement compliqué. Le football sénégalais est-elle en crise avec ses problèmes de partenaires et de la poursuite du championnat? Un pays de football comme le Sénégal risquerait-elle de suspendre son championnat quand on sait que celle-ci rêve de soulever son premier titre continental au mois de juin? Ce 24 janvier est célébrée la journée internationale du sport féminin, occasion saisie par iRadio
pour faire un zoom sur le football féminin. Effectivement, Antoine, une discipline qui suit les mêmes règles que chez les hommes. Au départ, le football féminin est pratiqué en Angleterre et en Écosse avant de connaître un coup d'arrêt avec le bannissement des femmes en 1921. De retour en 1971, le football féminin évolue et connaît un essor considérable grâce notamment au soutien de la FIFA et des associations membres. Au Sénégal, le football féminin est formalisé depuis le début des années 2000, une formalisation qui ne le rend pas du moins célèbre pour autant. Mais est-ce que les Sénégalais connaissent et suivent le football féminin et qu'en pensent-ils? Les réponses dans ce micro-trottoir de Sékou Seydi. Oui, je connais ça. Bon, ça marche. C'est Moudou Goudiaby. Le football féminin, bon, en fait, j'ai eu l'occasion de regarder un peu, surtout à l'étranger, J'ai eu l'occasion à regarder les différentes. Mais au Sénégal, pas tellement, parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas une promotion. Les médias ne s'intéressent pas à ce sport. Qui est aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, c'est un sport de haut niveau parce que à travers le monde, on voit qu'il y a des compétitions de... Je connaissais des filles qui pratiquaient le football à Thiès. Beaucoup de gens se moquaient d'elles parce qu'elles partageaient même parfois le terrain avec des garçons. On disait même parfois que ce sont des hommes. Au Sénégal, la formalisation n'empêche pas les acteurs de vivre avec des difficultés. Effectivement, Antoine, d'énormes difficultés dues notamment aux problèmes de développement que rencontre le football féminin au Sénégal, mais aussi aux préjugés de la société. Les détails dans ce dossier de Sexy. Je m'appelle Khoudjaka, j'habite au Jesselem Podo. Mon école de foot s'appelle EFK, école de foot Khoudja. Les difficultés financières ne sont pas les seuls problèmes auxquels Khoudjaka fait face dans le milieu du football. Des critiques, elle en essuie de toutes parts. Mais Khoudja en a l'habitude puisqu'elle s'active dans ce milieu depuis 2003 en tant que joueuse et depuis le 8 mars 2018 en tant que formatrice. D'abord, le message, ça passe pas. Les gens ne t'encouragent pas. Sauf que ta famille, seule ta famille t'encourage. Mais à part ça, peut-être des amis qui pratiquent le football comme toi qui t'encouragent, mais à part ça, il n'y a personne qui t'encourage. Ils ne croient pas à ça. Pour eux, les filles doivent rester à la maison seulement. Or que nous, on a aussi notre passion. Âgée de 31 ans, Khoudjaka vit avec son oncle depuis toute petite. Ici, on laisse chacun pratiquer sa passion, mais aucun dérapage n'est toléré, assure l'oncle. Voir les filles jouer, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui disent, au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller faire le ménage à la maison et rester avec la famille, ils disent que bon, ils sont là à jouer et à traîner. Bon, dès quelque chose comme ça, comme elle a gagné la Coupe du Sénégal. En ce moment-là, les gens disent quoi? Sadio Mandian est la mère de Mati, une jeune joueuse de l'école de football Khoudjaka. Et pour elle, la passion, c'est tout ce qui compte dans la vie. Je ne vois pas de problème à ce qu'une fille pratique le football. Le plus important dans la vie, c'est de faire ce que l'on aime. Ce que les autres pensent de ma fille n'est pas important pour moi. Selon Khoudjaka, le football féminin ne nourrit pas son homme. Le football féminin ne paye pas. Il n'y a personne qui paye. Tu joues le championnat, si tu gagnes, on ne te donne pas l'argent le jour même. Tu vas rester jusqu'à la saison prochaine pour recevoir cet argent. Tu n'auras maximum 60, 75 pour toute l'année. La journée internationale du sport féminin est célébrée ce jeudi. Au Sénégal, le football féminin existe depuis 1975, mais cette discipline marche à pas de caméléon à cause notamment du manque de moyens. Et comment les autorités comptent aider pour le développement du football féminin? Des perspectives, on en a au Sénégal. Même si le football féminin a été formalisé depuis le début des années 2000, comme on l'a dit, il marche à pas de caméléon, comme l'affirme Seyni Ndirsek, président de la commission chargée du football féminin à la Fédération sénégalaise de football. La responsable fédérale affirme cependant que des dispositions sont en vue pour mieux booster le développement du football féminin. Écoutons Seyni Ndirsek, président de la commission chargée du football féminin, au téléphone avec Sékou Seydi. Le football féminin du Sénégal s'avance à petit pas. Nous avons un championnat à 2 niveaux, un championnat de première division et un championnat de deuxième division, avec 2 poules au niveau de la première division de 6 et au niveau de la deuxième division, une poule de 7 et une poule de 6.
Dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous avons fait un bon championnat l'année dernière et cette année, on compte vraiment rééditer l'année précédente et pourquoi pas faire plus. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire à votre niveau pour pouvoir aider ces joueuses qui s'activent désormais dans la formation? Moi, personnellement, je fais partie des gens qui ont aidé toutes ces filles-là à suivre la formation et en même temps créer au niveau de leur base une équipe école de football. Parallèlement à ça, on a un nouveau programme au niveau de la FIFA qui s'appelle le Forward. Cette année, on a réussi à avoir un financement pour faire la promotion du football féminin au niveau de la petite catégorie. Mais en ce qui concerne cette formation, ça va se faire au niveau des écoles. Et c'est sur ce point, Antoine, que s'arrête la page des sports. Le Midi King continue avec vous. Tout à fait. Merci, Seydina Abagui. L'info en continu sur www.imedia.sn. La prostitution, le plus vieux métier au monde, gagne du terrain à Saint-Louis. Les belles de nuit, dont la majeure partie sont des étrangères, envahissent l'île la nuit et travaillent avec la complicité de certains taximens. L'autre info, Momar Alisnia à Saint-Louis. Le plus vieux métier au monde, la prostitution, clandestine ou légale, prend des proportions inquiétantes à Saint-Louis. Le constat est fait par les populations. C'est vraiment grave. À Saint-Louis, actuellement, on trouve des prostituées au bord de la rue, tous les nuits. Et c'est vraiment désolant pour la ville de Saint-Louis. Si les Sénégalaises, surtout les plus jeunes filles, si elles aperçoivent d'autres nationalités, des femmes, des jeunes filles, femmes qui viennent ici vraiment faire de la sorte cette prostitution, sans pudeur. Qu'est-ce qui nous pousse à aller vers ces prostituées qui viennent de l'étranger? Non, mais c'est parce qu'elles sont moins chères. Elles sont moins chères, elles sont convenables, et puis elles sont belles, elles sont sexy. Et puis elles sont à bon prix. À 5 000 francs, tu es rassasié, tu es satisfait. Fait notoire, ces professionnels du sexe n'opèrent plus sur le trottoir. Elles travaillent en parfaite collaboration avec des chauffeurs de taxi dont les véhicules servent de bureau. On ne trouve plus les prostituées au bord de la rue. Maintenant, ils sont en collaboration avec les chauffeurs de taxi les filles sont dans le taxi. Maintenant, le taxi va garer. Après, il y a un client qui vient, après il encaisse et retourne. C'est ça qu'ils font. C'est toujours avec la complicité des taximans. Parce que c'est le taximan qui fait toujours l'affaire. Certains pères de famille résidents du quartier nord, très ébranlés par ce phénomène, demeurent convaincus qu'un contrôle strict des conducteurs et des passagers des véhicules circulant dans l'île et dans certaines zones périphériques de la ville de Saint-Louis à certaines heures de la nuit permettrait de démanteler la nouvelle formule des belles de nuit. Saint-Louis, Momar Alisnian, iRadio. Momar Alisnian, merci. GD16 vous offre la revue de presse. Presse du jour, Ousmane Gueye. C'est une déclaration qui a le mérite d'être claire. Au moins, le Parti démocratique sénégalais ne soutiendra pas Maître Madi Kenya pour la présidentielle. Le PDS met ainsi fin au début de supputation autour de la candidature du Saint-Louisien. Soutenir un autre candidat serait synonyme d'abdication, explique Pape Saher Gueye dans les colonnes de Enquête. Le secrétaire national en charge de la diaspora et membre du comité directeur croit fermement que apporter son aide à l'avocat, c'est renforcer Macky Sall, qui donc a froissé Mamadou Lamine Massali. Les libéraux n'ont ni de plan B ni de plan C, ce qui fait dire à Enquête que Abdoulaye Wade et ses camarades sont tentés par le boycott. Thierno Bokoum également a pris sa décision, mais lui va apporter son soutien à un candidat. Devinez qui? Idrissa Seck. La photo des deux, tout sourire à la une de Les Échos. Toutefois, selon le journal, le patron de Agir, convaincu par la posture de l'ancien Premier ministre, laisse à ses militants la liberté de voter qui ils voudront. Et pendant ce temps, le remplacement de Khalifa Aboubacar Sall à l'Assemblée nationale fait du bruit. À la place de Malick Gueye, certains souhaiteraient voir Saliou Sarr, proche et mandataire de l'ex-maire de Dakar. D'ailleurs, rapportent Les Échos, Malick Gueye, un responsable du grand parti, a été appelé à renoncer, chose qui divise au sein de la coalition Manko Tahaou Sénégal. Plus que ces petites divisions intestines, ce qui semble le plus inquiéter Sud Quotidien, c'est ce que les confrères appellent la montée des périls.
Entre milices politiques, arrestation de jeunes khalifistes, manifestation de l'opposition, ça craint pour la rue. Craintes qui ne font que se renforcer peut-être avec cette marche en perspective des jeunes de l'opposition pendant que l'on y est. Ça se passe vendredi, informe les Échos. Ils entendent faire face au chef de l'État et ce, quel qu'en soit le prix, note le journal suite à la conférence de presse d'hier à Dakar. Les jeunes du collectif des 25 décidés à défendre la démocratie titrent la tribune pendant que l'AS détaille ce qu'il appelle les sévères mises en garde de Amnesty. Oui, l'ONG fait clairement dans la menace en précisant que si les acteurs politiques appellent à la violence et que, par malheur, des citoyens meurent, elle va porter l'affaire devant les tribunaux. L'affectation de Abdoulaye Fofana Seck, elle, a déjà atterri sur le bureau de la présidente du tribunal hors classe de Dakar. Le journaliste reproche à son employeur, la RTS, d'avoir pris une décision illégale d'affectation à son encontre, une violation fondamentale de la législation du travail à ses yeux, puisque la mesure le rétrograderait au rang de simple journaliste débutant. Enquête en conclut que c'est un linge sale qui se lave au tribunal. Aziz Ndiaye aussi va devoir s'expliquer. Les Échos annoncent que le manager de Balla Gaye 2 va être auditionné par ses pairs du CNG. Selon les confrères, on lui reproche une ingérence dans le combat modulo Balla Gaye 2. En clair, une forte implication en faveur du lion de Guédiawaye, dont il est en même temps le promoteur en plus du marabout. Les suites de ce combat, Sunu Lamb les aborde autrement dans sa livraison de ce jeudi, en se demandant si Balla Gaye 2 ne va-t-il pas court-circuiter modulo pour le choc avec Eumeu-Sène. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations. Mise à sac de la permanence de Pastef à Yoff, la brigade de recherche de la gendarmerie était sur place il y a quelques instants pour enquêter. Polémique autour des marrons du feu. Le parti au pouvoir réagit et rejette toutes les accusations contre le président Macky Sall. Il s'agit de manipulation, précise le porte-parole adjoint de l'APR. L'usage de la sécurité privée par les acteurs politiques pendant la campagne électorale. Les lutteurs, la cible préférée, nous leur avons donné la parole. Ils sont bien conscients des risques encourus, mais ils s'engagent parfois au prix de leur vie parce que sans emploi. Assemblée nationale, radiation et remplacement de Khalifa Ababakar Sall. La polémique a ressurgi ce matin à l'Assemblée nationale. Un nouveau code pétrolier pour le Sénégal avec diverses innovations. Le texte passe à l'instant à l'hémicycle. Actualité internationale, République démocratique du Congo. Le président sortant Joseph Kabila appelle à l'unité des Congolais. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique insensée, réalisation Mohamed Kandji. À la vidéo, il y avait Kolo Cissé. 13h, Hassan Top pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Salimto suivra de 19. Et puis, vous aurez également Galgat Ribar. Excellent après-midi à toutes et à tous.